Donc, nous allons commencer en vous souhaitant la bienvenue. Soyez les bienvenus à cet événement parallèle. Ceux qui se joignent à nous de Nairobi et d'ailleurs. Je m'appelle Francine, je suis la vice-directrice de BPPS au programme de développement des Nations Unies. Et je suis très heureuse d'être votre modératrice. Et je voudrais vous rappeler que nous avons le français, l'anglais et le russe, en interprétation directe. Vous pouvez y accéder en cliquant le bouton interprétation situé en bas de votre écran et vous allez, alors sélectionner, la langue de votre choix. Nous allons parler des sujets très importants qui n'ont pas été suffisamment examinés. Il s'agit du lien entre la nature et le développement durable et les subventions. Nous allons avoir une série de conférenciers panélistes très estimés. Nous aurons un panel qui mettra en lumière le travail des pays ainsi que le soutien mondial disponible pour repenser les subventions et construire un avenir durable. Je vais vous présenter nos panélistes. Nous avons Monsieur Ailiang Shu, qui est l'administrateur associé du PNUD. Nous avons Rebecca Poe, qui est sous-secrétaire d'État parlementaire à la nature du Royaume-Uni. Nous avons Maria Teresa Becerra, qui est chef du Bureau des relations internationales au ministère de l'Environnement et du Développement durable de Colombie. Et nous avons David Laborde, directeur de la division de l'économie et de la politique agroalimentaire au sein de la FAO. Soyez tous les bienvenus. Merci d'être avec nous. Je vais me tourner vers monsieur l'administrateur associé du PNUD, Haiyang Shu. Pourriez-vous nous prononcer votre discours d'ouverture? Merci. Merci Teresa. Merci ministre Paul de faire partie de cette discussion. C'est un plaisir pour moi de répondre à cette question des subventions et du développement durable. Les vies des gens dépendent, les économies dépendent d'écosystèmes, y compris le travail sur l'agriculture, la nourriture et les biens. La pêche et la production agricole sont les moyens de subsistance de millions de personnes. 50% du soutien euh, pour du soutien pour la pêche encourage le développement durable. Et il y a des risques, nous devons répondre à ces risques. Par exemple, nous devons réduire les incitations qui font du mal, qui endommagent l'environnement. Il est clair que nous devons augmenter les finances pour préserver les natures, mais nous devons aussi regarder les flux de financement qui peuvent aller contre nos efforts. L'OCDE estime que 500 milliards de dollars par année sont dépensés pour les subventions qui peuvent être, euh, qui peuvent causer des dommages à l'environnement. Cet écart financier fait que nous avons des destructions de l'habitat, de la dégradation des terres, la perte de la biodiversité. Et nous causons des impacts importants ainsi sur les communautés. L'OCDE, dans 54 économies, plusieurs milliards de dollars sont donnés au soutien à l'agriculture, mais ce sont des subventions qui causent des dommages au secteur lui-même.
2,2 millions d'hectares sont ainsi perdus chaque année à cause de ces subventions. Ce sont les chiffres d'une étude de la Banque mondiale. Nous devons inverser et non pas exacerber cette crise climatique. Nous devons générer des emplois, nous devons générer aussi des moyens de subsistance. L'agriculture a un rôle critique à jouer pour mettre une fin à la pauvreté, à la famine et pour assurer la sécurité alimentaire et pour aussi l'égalité des sexes. Les petites fermes, les petites entreprises agricoles sont beaucoup plus productives que les grandes entreprises. Nous devons ainsi soutenir, pour un système plus durable, nous devons soutenir ces petites entreprises. Nous devons réencadrer, redéfinir ces subventions données au secteur agricole. Nous devons optimiser les ressources qui sont rares pour être plus efficaces pour le système, pour mieux bénéficier aux petits fermiers, aux petits agriculteurs. Et nous avons avec l'ODD 18 un nouveau cadre qui peut nous aider à prendre des initiatives. Biofin a ainsi aidé au gouvernement pour qu'il puisse offrir des subventions plus positives pour la nature et plus responsables. Grâce au Biofin, les pays peuvent passer en revue leurs subventions et faire une un redesign de ces subventions pour être amis de l'environnement, mais aussi en faisant attention à l'économie et au commerce et à la production. Pour améliorer le progrès, le PNUD regarde l'impact endommageable des subventions, comme la Colombie, par exemple, qui a cartographié, identifié les subventions qui étaient endommageables. C'est un progrès vers l'ODD 18. Nous ne pouvons pas atteindre ces résultats seuls. Le partenariat est très important. Nous avons besoin de partenariats dans les gouvernements nationaux. Nous devons soutenir les pays qui sont prêts à faire l'exemple, à donner l'exemple, et nous devons aussi soutenir les communautés et les politiciens qui ont le souhait de redesigner les subventions. Et nous devons pousser les pays à mettre cette question dans leur ordre du jour. Nous devons aussi rejoindre nos forces en tant qu'agence internationale. Le PNUD travaille avec la FAO et l'OCDE et d'autres agences pour aider les pays à évaluer leurs subventions existantes. Mesdames et messieurs, 500 milliards de dollars par an sont accordés aux subventions qui sont endommageables pour les pays. Si on redesign ces subventions, on peut accélérer le progrès vers l'agenda ODD 18. Et nous pouvons aussi aller dans le sens de l'accord de Paris. Nous devons travailler ensemble pour créer un mouvement mondial pour faire avancer ce point dans l'ordre du jour pour les peuples et pour la planète. Merci beaucoup. Merci, Hao Liang, pour définir ce cadre. Il est clair que redéfinir les subventions, c'est vraiment critique si on veut atteindre les ODD et si on veut assurer un avenir durable pour tous. Maintenant, je vais me tourner vers ministre Pau.
Le Royaume-Uni est un fervent partisan de l'initiative de financement de la biodiversité du PNUD. Et je tiens en particulier à souligner le soutien que vous apportez aux travaux sur les subventions, qui constituent une priorité importante dans le cadre du plan en 10 points pour le financement de la biodiversité. Mais le Royaume-Uni a aussi beaucoup à partager par rapport à son travail au niveau local. Le Royaume-Uni a fait la promotion de multiples solutions pour encourager les activités positives pour la nature. Le Royaume-Uni a mis en place un gain net en matière de biodiversité et des objectifs à long terme en matière de protection de la nature et des subventions agricoles réformées. Par rapport à votre expérience en matière d'écologisation des flux financiers, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Qu'est-ce que vous avez fait pour réduire l'impact négatif de ces subventions? Bonjour Francine, d'abord je dois euh, remercier le PNUD et le Biofin. Merci. Nous sommes toujours très heureux de partager notre expérience avec vous, avec nos partenaires. Nous sommes euh, aux côtés de Biofin, nous en sommes fiers et nous voyons les résultats positifs des plans de financement de la biodiversité. Et l'année dernière, j'ai pu visiter Costa Rica et j'ai vu en action ces projets. Ce que l'on essaye de faire, je les ai vus sur place et on a pu ainsi donner de l'espoir aux gens. C'est vraiment, C'était vraiment très informant. Je suis désolée que mon collègue n'est pas avec nous, mais il a fait un bon travail dans ce domaine. Mais je voudrais féliciter le Biofilm pour leurs travaux. 91 pays, nouveaux pays, ont commencé à créer des plans de financement pour la biodiversité et au total, il s'agit de 132 pays et c'est énorme quand même pour passer à la transformation des finances sur la biodiversité dans le monde. Il y a un guide que nous lançons aujourd'hui et ce sera un outil très important, très utile pour les objectifs de biodiversité. Les réformes de subventions ont été un peu compliquées pour nous, mais avec ce guide, étape par étape, les gouvernements vont avoir une vue plus claire maintenant de ces subventions. Je vous encourage à utiliser ce guide, ce manuel, et je vais parler de ce que l'on fait chez moi, dans mon pays, mais je ne veux pas donner une leçon sur ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais au Royaume-Uni, nous avons fait des changements énormes dans l'agriculture. Nous avons vécu une transition agricole et nos réformes agricoles se sont basées sur des subventions par domaine. Nous avions l'argent, nous donnions de l'argent. En fait, au début, c'était on donnait de l'argent à tous ceux qui avaient du terrain. Mais maintenant, nous demandons des actions positives lorsqu'on donne des subventions en termes de biodiversité, en termes du climat, mais aussi il faut qu'il y ait une production de nourriture sur le long terme durable. Et nous avons des projets qui sont en cours. Nous avons lancé des projets. Nous avons travaillé main dans la main pour offrir des changements assez larges pour les 25 années à venir. Donc, c'est du long terme. Et d'ici 2028, les agriculteurs vont avoir des entreprises durables, amies de la nature au Royaume-Uni. Et vous avez parlé, Francine, euh,
du lancement de notre, système NetGain, notre, système de planification de biodiversité et ça a été introduit dans notre loi de l'environnement. Je suis très, fière de notre loi sur l'environnement. Le NetGain, veut dire que tous les logements doivent offrir 10% de bénéfices pour la nature, 10% de plus pour la nature. C'était le slogan et au Royaume-Uni, le Royaume-Uni, c'est le, heu, 1 pays dans le monde qui a mis le net gain dans ses lois et c'est aussi très important pour inverser, cette dégradation de l'environnement. C'est une mesure très importante. Aussi, ça va nous aider à faire en sorte que tous ceux qui vivent au Royaume-Uni habitent à 15 minutes, de marche d'un endroit vert, d'un parc ou autre. Et nous travaillons donc pour les peuples et pour l'environnement. L'année dernière, nous avons publié notre plan d'amélioration de l'environnement révisé et ceci montre aussi, notre engagement pour l'amélioration, de l'environnement. Nous avons des cibles, des objectifs sur le long terme en ce qui concerne les problèmes les plus importants sur l'environnement. Ainsi, nous allons avoir, la propreté de l'air, la propreté de l'eau, la gestion des déchets et les ressources renouvelables. Hem Nous avons des cibles en ce qui concerne le plantage d'arbres, par exemple, et nous voulons avoir un environnement naturel plus résilient. Ce que je voulais dire, en fait, c'est que nous avons, établi un cadre légal, nous voulons mettre tout cela en pratique, bien sûr, pour améliorer l'environnement. Bien sûr, les finances, ne concernent pas seulement les subventions, qu'elles soient réformées chez nous. Une autre étape, c'est, la diligence et il ne s'agit pas, d'exporter, nos problèmes. Nous avons une nouvelle législation, qui dit que les produits que nous exportons ne doivent pas endommager la nature, les forêts. Si, les produits viennent des terres qui sont utilisées de manière illégale, eh bien, ces, produits ne peuvent pas être exportés et nous, imposons, aux entreprises les vérifications nécessaires, la diligence raisonnable et donc tout cela va aider, heu, notre mission propre au Royaume-Uni. Pendant cette décennie, la nature est au milieu de notre travail. Je ne, peux pas le dire assez. C'est compliqué, ces choses sont compliquées, mais nous avons un cadre et c'est comme ça qu'on peut avancer. Merci beaucoup. C'est inspirant, d'entendre votre niveau d'ambition et vos différentes mesures, que vous avez mis en place au niveau local et au niveau international. Bien sûr, c'est difficile, c'est compliqué, cela prend du temps, les mesures, mais les mesures que vous avez, exposées sont vraiment très complètes. Je vais me tourner vers notre panéliste de Colombie. Qui est une leader importante pour le développement durable, Maria Teresa Becerra. La Colombie accueillera la COP16 dans quelques mois. En tant que leader majeur de la conversation sur la biodiversité dans la région de l'Amérique latine et des Caraïbes, avec le programme de financement et de subvention comme priorité, pourriez-vous nous dire comment la Colombie a fait progresser les travaux sur l'objectif 18, sur les subventions nuisibles, et comment ce travail
soutiendra-t-il et articulera-t-il les efforts du ministère avec d'autres secteurs pour réduire les incitations nuisibles et accroître les incitations positives pour la biodiversité? À vous, Marie-Thérèse. Bonjour, bon après-midi à ceux qui sont dans ce webinaire. Merci Francine pour m'inviter à cet événement. Merci aux autres panélistes pour partager leurs expériences sur ce sujet ô combien important. En fait, la Colombie fait des progrès dans le cadre de son plan d'action pour la biodiversité et ceci comprend aussi l'analyse des mécanismes financiers, le rôle des incitations pour la biodiversité et en Colombie. En tant que pays signataire de l'accord sur la biodiversité, c'était notre stratégie de créer des lois sur la biodiversité depuis 2010. Nous avons inclus ces cadres dans notre travail sur l'élimination ou les réformes des subventions qui sont des incitations nuisibles à la biodiversité. Nous avons un cadre mondial, global de biodiversité. Nous avons aussi des activités pour éliminer ou réformer les subventions nuisibles à la biodiversité d'ici 2030. En Colombie, l'étude de ces subventions a été menée dans le cadre de l'initiative Biofid du PNUD. Nous avons ainsi pu analyser le rôle de ces incitations et nous avons pris en compte le fait que les subventions, les incitations dans l'agriculture ont ont un grand potentiel euh, pour impacter la biodiversité. C'est pour cela que nous avons, depuis 2013, nous avons commencé à travailler pour la biodiversité. Nous avons pu comprendre l'impact potentiel de ces subventions sur la biodiversité. Avec le biofilm, nous avons développé 42 instruments dans le secteur agricole. 12 de ces instruments sont en lien avec les lois sur la biodiversité. En Colombie, nous avons l'expansion de l'agriculture dans l'environnement naturel, la déforestation dans certaines régions de Colombie. Il y a aussi l'utilisation des produits synthétiques, agrochimiques qui ont un potentiel de nuire à la biodiversité. Dans le cadre de la loi, nous devons protéger l'eau, nous devons protéger le sol, les terres. En plus, l'accès de marché, l'utilisation des technologies était important dans l'étude. Avec le soutien de Biofin, durant cette étude, nous avons pu analyser l'impact de ce genre de subventions à incitation dans le secteur agricole et l'impact sur les services de l'écosystème. La Ohana est une région
Il y a 1 million d'hectares érables et c'était classifié comme un endroit important, une région importante pour les Caraïbes et pour l'Amérique latine. C'est un corridor biologique, en fait, euh, pour la Colombie. En nous basant sur ces études, le gouvernement national a identifié des priorités ou bien des partenariats, des domaines de partenariats potentiels pour éliminer ou modifier les subventions nuisibles, les subventions pour l'adaptation climatique, en des subventions pour l'adaptation climatique. Cette priorité est incluse dans notre plan de développement national et comme je l'ai dit, euh, est aussi utilisé pour la mise à jour de notre plan national de biodiversité. Et donc, nous avons pu commencer à évaluer les impacts de ce genre d'incitation sur les autres secteurs aussi, comme les combustibles fossiles et les analyses de ces incitations nous ont permis de voir leurs impacts sur la pêche, les forêts et autres domaines de l'environnement. Avec cette étude, nous avons pu identifier ou bien nous avons pu voir l'impact de ces subventions sur la biodiversité et aussi nous avons pu impliquer le secteur privé dans la mise en œuvre de bonnes pratiques. Et quel genre de mécanismes financiers peuvent nous aider à promouvoir euh, ces bonnes pratiques? Et ce travail intersectionnel nous a permis d'identifier 2 instruments financiers qui pouvaient euh, être ajustés pour avoir un meilleur impact sur la biodiversité. Et puis, ce sont aussi des idées qui consistent à utiliser les mécanismes financiers. Ce sont ces instruments qu'on a identifié, c'est l'expansion des lignes de prêt. Le ministère de l'Agriculture a mis ceci sur pied. Nous pouvons ainsi soutenir notre secteur agricole en ce qui concerne la compétitivité, tout en améliorant leur production, tout en investissant plus sur les systèmes de production mécanisés, par exemple, ou d'autres activités qui pourraient avoir un impact sur la biodiversité. Si nous nous sommes dit que nous pouvions utiliser ce système pour améliorer le secteur agricole dans un sens de la biodiversité. Avec cette expérience, nous avons identifié d'autres instruments qui qui sont identifiés et des réformes vont être menées pour soutenir la biodiversité. L'un de ces instruments, c'est une politique nationale. Euh, Nous voulons inclure les agriculteurs dans l'utilisation des bonnes pratiques. Ainsi, nous allons avoir un meilleur impact aussi sur le PIB. Un processus
à identifier des mécanismes. Euh, En fait, le gouvernement veut identifier des ressources naturelles. Nous pouvons utiliser ces instruments pour impliquer les agriculteurs dans cette idée de développement durable. Et puis, ces questions de propriété des terres vont aussi être résolues plus facilement. Et nous pouvons ainsi lutter contre la déforestation. Nous avons ainsi pu corroborer les instruments agricoles avec le potentiel de générer des activités et ces instruments peuvent être aussi reformulés pour avoir un impact positif sur la biodiversité. Ainsi, on peut impliquer les petits agriculteurs, les moyens agriculteurs pour qu'ils puissent renforcer leur chaîne de valeur. Ainsi, ils vont pouvoir mettre sur pied des mécanismes qui auront un impact plus positif sur la biodiversité. Merci. Merci beaucoup, Maria Teresa. La Colombie joue un rôle leader vraiment. Vous accueillez le COP très prochainement, mais aussi vous donnez un exemple dans le domaine des subventions. Subventions qui auront un impact positif sur la biodiversité. Maintenant, je vais passer à notre panéliste suivant. Comme Monsieur Haoliang Shu l'a mentionné au début, de nombreuses subventions sont concentrées dans les secteurs de la pêche et de l'agriculture à l'échelle mondiale. C'est donc avec beaucoup d'intérêt que je voudrais poser la question suivante à notre intervenant de la FAO. David, la FAO a toujours été un centre de connaissances sur l'agriculture et la pêche. Nous avons également vu récemment dans les médias comment la réaffectation des subventions pouvait avoir un impact social qui doit être tenu aussi pour la réaffectation, pour que la réaffectation soit couronnée de succès. Et comment la FAO aborde-t-elle l'objectif 18 de la FGB et quels outils la FAO développe-t-elle pour aider les pays comme la Colombie ou le Royaume-Uni à atteindre leur objectif? Merci Francine pour cette question. Et c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Je pense que les intervenants avant moi ont vraiment illustré les points clés. Dans l'agriculture, dans la pêche, nous avons beaucoup d'actions publiques en forme de subventions. Aujourd'hui, nous sommes un peu à la traîne en ce qui concerne la vision intégrée et pour essayer d'offrir à la société ce que les contribuables voudraient voir, en fait. La première tâche que nous avons à la FAO, c'est de suivre, de documenter ces subventions, mais aussi ouvrir la boîte noire autour de ces notions. Nous avons plusieurs actions publiques, beaucoup de soutien, mais chaque type de soutien n'est pas une subvention traditionnellement parlant. Les contribuables dépensent cet argent pour les biens et les services. Il est important de comprendre le spectre d'activités, l'éventail d'activités des gouvernements en termes de politique, en termes de soutien, mais aussi en termes de subventions pour les pêcheurs, pour les agriculteurs, pour les investisseurs, pour les consommateurs. Et à la FAO, vous avez
certains membres qui ont une très bonne compréhension de où est l'argent est dépensé. Et vous, et vous avez à regarder à différents ministères. Les différents programmes peuvent avoir un impact sur l'écosystème de différentes façons. Nous avons aussi des membres qui manquent de capacité institutionnelle pour vraiment voir où est dépensé l'argent et aussi entre la programmation et la mise en œuvre des dépenses, il y a des écarts. Nous avons donc ces activités de suivi qui sont importantes. Nous avons un programme qui est appelé MAFAG. Nous faisons ce travail depuis plus de 15 ans avec certains pays. Nous voulons renforcer leur capacité pour qu'ils puissent voir l'impact de leur politique, l'impact de leurs dépenses. Nous ne pouvons pas réformer ce que nous ne connaissons pas. C'est pour cela que nous faisons ceci. Et donc, combien d'argent est dépensé sur l'agriculture? Nous avons un chiffre. Pour la pêche, c'est plus compliqué, mais nous avons un chiffre pour l'agriculture. Et puis, pour les domaines gris aussi, où il y a l'exemption d'impôts aussi, euh, les agriculteurs ne vont pas payer les taxes sur le pétrole, par exemple. Ce sont pas donné par le gouvernement, mais ça fait partie de ce paquet. Et donc, cette transparence, cette classification, c'est le point de départ pour nous. Et dépendant du pays avec lequel nous travaillons, nous sommes à différents niveaux. Et puis après, nous avons ce dialogue avec la réforme et la redéfinition, avec l'idée de la redéfinition. Il s'agit de mettre en ligne ce qu'ils veulent avec ce qu'ils veulent faire, ce qu'ils font. En fait, c'est une partie importante de ce dialogue. Parfois, nous avons des héritages d'anciennes politiques, ce sont les anciennes questions dont j'ai parlé, et parfois, c'est difficile de réformer les politiques, de mettre à jour les politiques. Le statu quo va prévaloir lorsqu'il y a beaucoup de challenges. Nous étions 18, nous sommes 18, nous avons un objectif international, mais au niveau local, vous allez avoir plusieurs pays qui vont reconnaître ceci. Donc, nous avons les priorités, nous comprenons les priorités, nous voulons être sûrs que l'argent qui est dépensé par les gouvernements aide à accomplir ces choses-là, à atteindre ces objectifs. Et nous regardons pour optimiser ces politiques aussi, avec des tools technologiques. Nous faisons ceci au niveau des pays, dans beaucoup de pays africains, mais aussi en partenariat avec d'autres pays sur tous les continents. Mais aussi, il y a une chose qui est importante pour nous, c'est la consistance de ces réformes. Parce que beaucoup de produits, qui sont soutenus aujourd'hui, on en fait le commerce aussi, heu et donc nous devons avoir une consistance et il s'agit aussi en fait, parfois, nous arrivons à des blocages, au niveau des réformes. Ah, les agriculteurs, ils ont ce genre, de subventions dont ils profitent, alors on ne peut pas faire cette réforme chez nous et parfois, nous voulons implémenter certaines politiques qui peuvent, résoudre des problèmes, chez nous, mais, il s'agit d'externaliser le problème dans un autre pays. Donc, heu d'abord, il faut avoir les objectifs de pays, mais après la consistance régionale et mondiale. Et la partie, de challenge, c'est aussi, heu, la reconnaissance avec, en fait, la reconnaissance de ce fait que nous avons ces questions de compromis. Oui, nous voulons améliorer la biodiversité, nous voulons diminuer les émissions, mais les pays ont aussi des cibles, des objectifs en termes d'inclusivité de leurs agriculteurs, en termes de sécurité alimentaire, en termes de développement régional. Ça peut être important aussi dans les États fédéraux, notamment. Certaines régions peuvent vouloir répandre leurs activités agricoles surtout les régions les plus pauvres.
Et donc, c'est pour cela que les preuves sont importantes. Nous ne voulons pas cacher le fait qu'il y ait des compromis. Nous voulons que les compromis soient visibles. Ainsi, pouvons montrer le type de paquet de politique pour articuler les réponses. Euh, Parfois, nous allons avoir besoin de règlements, de paquets pour avoir les résultats souhaités. Lorsque nous parlons de cette question de biodiversité, euh, c'est important, très important, dans le sens où la biodiversité, c'est quelque chose de très complexe qui a plusieurs échelles. Et la biodiversité, euh, pour les micro-organismes, de là à l'utilisation des terres érables. Et vous pouvez créer un problème en trouvant une solution à un autre problème. Si vous réduisez les pesticides, vous pouvez améliorer votre biodiversité au niveau local. Mais si vous faites cela, vous pouvez peut-être déplacer votre production, importer plus pour certains produits. Et du coup, il ne s'agit pas de développer la biodiversité dans un endroit et de réduire la biodiversité dans un autre pays ailleurs. C'est pas la solution pour la planète. C'est pour ça que nous voulions comprendre ces mécanismes. Et en fait, si on veut utiliser moins de pesticides, on doit quand même innover, trouver d'autres technologies pour, euh, pour éviter la perte de productivité. Ça veut dire la perte de revenus pour les agriculteurs ou bien le déplacement de la production ailleurs dans le monde. Et donc, c'est pour cela que les subventions euh, peuvent être aussi comprises dans le sens du diète, de l'alimentation en général, de l'éducation sur l'alimentation. Nous devons investir plus dans les systèmes agroalimentaire. Dans un monde où nous avons besoin de plus en plus de nourriture, nous devons avoir plus d'investissements dans ces secteurs, mais aussi nous pouvons utiliser l'argent qu'on a d'une meilleure façon. C'est un bon argument. Si on a ces ressources, il faut les utiliser à bon escient. Et vous pouvez montrer que vous faites partie de la solution. C'est le type de dialogue, mais ce qui est important pour nous, c'est d'avoir les bonnes données sur les politiques, c'est suivi, c'est transparence, c'est très important. L'utilisation d'outils analytiques pour guider, informer les pays dans cet agenda de redéfinition, ça nous aide pour l'action climatique, pour l'action sociale. L'action climatique, l'action sociale sont en ligne. Pour être consistant, il faut qu'elle soit en ligne et il faut être proactif. Il ne s'agit pas de regarder seulement un problème, qu'on va avoir une consistance générale. Et aussi, durant le dernier COP, nous avons introduit une feuille de route pour l'ODD 2. Et la biodiversité et l'utilisation des terres, ça joue un rôle important. Nous ne devons pas réfléchir en silo, nous devons avoir une réflexion plus intégrée. Merci beaucoup, David. Merci de parler de cette complexité et de ce genre de questions, le besoin d'épandre ce dialogue national, au niveau mondial et parler avec plusieurs parties prenantes. C'était une discussion très intéressante et avant de conclure, j'aimerais me retourner vers nos panélistes et une dernière question pour vous tous. Si vous deviez donner un conseil aux chefs de gouvernement dans le monde pour les aider à réorienter leurs subventions,
nuisible vers un avenir plus durable. Euh, Quel serait ce conseil unique? Je vais commencer par Ministre Pao. Dites-nous ce que vous voudriez dire au gouvernement dans le monde. Merci, très bonne question et qui n'a pas une seule réponse. Eh bien, je vais d'abord dire, bien sûr, utiliser le manuel guide. Euh, et je suis très heureuse d'avoir soutenu le guide manuel. Et le Biofin a aussi créé des feuilles de route pour les pays pour qu'ils puissent redéfinir leurs subventions pour l'ODD 18, pour qu'ils puissent atteindre l'ODD 18. Il s'agit d'abord, en fait, il faut d'abord commencer par scanner toutes ces subventions. Notre collègue Maria Teresa euh, a dit qu'ils font exactement ceci justement. Et après, ils veulent faire du sur-mesure sur ces instruments de subvention, d'incitation pour avoir différents résultats. Et donc, tous les gouvernements devraient prendre cette opportunité d'utiliser l'argent public pour le bien public. Mais c'est une question de challenge, bien sûr. Il ne s'agit pas de changer les structures et les processus sur lesquels sont basés les moyens de subsistance des gens. Quand on fait ces réformes, il faut avoir un co-design avec le peuple, avec les gens. Il faut que les gens fassent partie de cette discussion et la co-conception de ces schémas d'utilisation des terres avec les agriculteurs, avec les gestionnaires et avec beaucoup de projets pilotes que nous avons menés, par exemple. Ainsi, on a pu apprendre d'eux et on a pu voir comment on pouvait atteindre tel ou tel résultat, comment on pouvait travailler sur ces réformes qui pourraient soutenir la nature et les gens. J'étais intéressée de vous écouter, David, en ce qui concerne les pesticides, par exemple. L'une de nos mesures dans notre schéma environnement, c'est la gestion intégrée des pestes. Et on a plusieurs mesures qui sont mises ensemble, y compris les mesures écologiques. Comme vous l'avez dit, David, nous ne voulons pas exporter les problèmes ailleurs dans le monde, sur notre planète. En fait, ce que nous avons fait, c'est d'améliorer notre productivité, améliorer notre technologie et l'innovation, justement, ce dont vous avez parlé, euh, de manière à garder une forte production agricole, de manière à avoir une sécurité alimentaire. En fait, parle d'un changement substantiel dans notre manière de réfléchir, n'est-ce pas, sur les nouvelles incitations, comme c'est mentionné dans le manuel guide, le guide manuel. Nous avons démontré ceci au Royaume-Uni, nous avons commencé cette aventure, mais euh, le message sous-jacent, c'est que nous devons changer urgemment, très rapidement, la manière dont on dépense l'argent public. Mais le guide manuel va nous aider, je l'espère. Merci beaucoup, Maria Teresa. Quel serait votre conseil en tant que Colombie aux autres gouvernements? Merci, Francine. Je pense que la leçon apprise est que nous devons avoir une approche plus co-sectorielle. Peut-être que les questions environnementales sont du domaine du ministère de l'Environnement et il est important que nous appliquions le ministère de l'Agriculture et les autres secteurs ainsi que le secteur privé, les agriculteurs et les communautés locales. L'implémentation euh, de, de la réforme de
de la réforme de ces systèmes demande des partenariats, une collaboration. Le ministère de l'Environnement peut être le facilitateur, mais nous avons besoin de la participation d'autres secteurs qui sont invités à prendre action sur ces questions. Par exemple, dans le cas de la Colombie, euh, nous avons identifié des mécanismes financiers et nous avons réformé les mécanismes existants. C'est quelque chose qui doit être fait en impliquant les associations d'agriculteurs, les institutions, les entités du secteur environnemental et agricole. Ainsi, nous pouvons identifier la meilleure voie à suivre et pour pouvoir aussi utiliser à meilleur escient les ressources. Il est identifié que nous avons besoin d'une approche pour évaluer de manière plus complète ces incitations, ces subventions, aussi pour identifier, euh, en fait, de savoir comment on peut les changer de manière à avoir un impact plus positif. Et il faut aussi identifier des risques sociaux et économiques et puis comment nous pouvons analyser les coûts et les bénéfices euh, de ce genre de réformes et changements. Et, et des mécanismes de financement durable sont aussi importants. La Colombie est très active dans ce débat aussi. Les mécanismes financiers, les besoins, et pour faire face à la crise climatique, à la crise de la biodiversité, il est important d'avoir le secteur financier impliqué et on peut travailler, implémenter des mécanismes financiers qui soient plus en ligne avec les objectifs de la conservation de la biodiversité et l'adaptation climatique. Merci beaucoup. Et pour finir, à vous, David, que pensez-vous que conseilleriez-vous au gouvernement? Je pense que nous devons agir maintenant. Nous, il nous reste 6 ans euh, pour atteindre les ODD. En 2015, nous n'étions pas partis sur la bonne direction sur certaines des questions dont on discute maintenant. Il faut être honnête, l'insécurité alimentaire est à un niveau très élevé aujourd'hui. 10% de la population mondiale a une faim chronique. Ça n'est pas arrivé en 2000 depuis longtemps et en 2006-2007, nous avons commencé à travailler là-dessus. En 2015, nous sommes arrivés. En fait, si on continue ainsi, euh, nous allons menacer la sécurité alimentaire de l'avenir. Si on attend, les problèmes vont s'exacerber et résoudre le problème sera plus coûteux financièrement et politiquement. Et donc, il faut agir maintenant. Il faut nous engager. Il faut orienter une partie de l'argent public vers là. Nous avons des pays qui sont engagés déjà sur cette voie et nous avons besoin d'autres outils. Engager les différentes parties prenantes, c'est très important. Nous ne pouvons pas antagoniser les agriculteurs et les consommateurs. Les dépenses publiques, c'est une manière essentielle de donner une forme aussi au secteur privé. De l'argent qu'on investit, qui est investi par le petit agriculteur jusqu'à la grande entreprise agricole, c'est l'argent public qui peut
shifter, les incitations. Nous pouvons ainsi avoir un système plus équitable, plus juste pour les pays, avec des revenus plus faibles et pour les peuples plus pauvres, pour aussi le bénéfice sur le long terme de nous tous, mais aussi pour la transition, heu, environnementale. Merci beaucoup, chers panélistes, c'était une discussion très intrigante. Je pense que nous avons appris beaucoup de leçons importantes aujourd'hui. Je vais essayer de résumer les points clés qui ont été mentionnés aujourd'hui. D'abord, nous ne faisons qu'effleurer la surface lorsqu'il s'agit d'examiner la nature des subventions. Nous devons intensifier nos efforts au niveau mondial et national, d'abord. Deuxièmement, et c'est ce dont vous avez parlé, David, il n'est pas toujours facile, d'identifier l'impact exact, de chaque subvention sur la nature, mais nous devons investir là-dessus. Des recherches granulaires sont nécessaires dans tous les pays et ceci va nous aider à avoir une meilleure transparence, ce qui est aussi critique. Troisièmement, chacun de nos panélistes, l'ont mentionné, ce point. Pour être efficace, la réaffectation des subventions doit inclure toutes les différentes parties prenantes, touchées par la subvention et nous devons sensibiliser le grand public à l'importance de cette question et nous devons impliquer, le grand public. Maria Teresa de Colombie a souligné l'importance d'une approche, transversale au niveau des secteurs. Vous avez tous parlé de l'importance de travailler avec le secteur agricole, mais d'autres secteurs aussi. Rebecca et David, vous avez parlé de l'importance de l'investissement public comme une incitation importante qui pourrait aussi faire shifter le, heu, secteur, privé. Et nous avons, beaucoup à faire, mais il y a de la lumière, heu, au bout du tunnel. Une première cohorte de pays comme la Colombie, le Royaume-Uni ont commencé à agir et la FAO, le PNUD sont prêts à soutenir les pays avec une nouvelle série d'outils. Nous avons besoin d'élargir ce cohorte de pays qui prennent des mesures, qui prennent action. Nous devons voir plus, de d'actions, plus de progrès sur l'ODD 18. Comme David l'a dit, il nous reste 6 ans et certaines de ces politiques, donnent des résultats sur le très long terme. Donc il s'agit, d'une, question d'urgence et au COP suivant, aux autres événements mondiaux, nous pouvons voir des alliances d'organisations de pays qui peuvent, se joindre les uns aux autres pour, améliorer les subventions. Espérons que ce soit un premier événement dans la série, d'autres événements pour que l'on puisse tous, travailler pour atteindre l'objectif 18, l'ODD 18. Je tiens à remercier nos conférenciers aujourd'hui. Si vous souhaitez en parler davantage sur ce sujet, vous pouvez suivre le lien qui a été partagé dans le chat et aussi, regarder, ce guide manuel dont madame la ministre a parlé sur ce lien qui est aussi partagé sur le chat et passez, une bonne, fin de journée.